Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. MVP time. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'écho des parquets. Alors non, ce n'est pas une émission spéciale Indiana, c'est simplement que Antoine n'est pas là, donc je vais essayer humblement de le remplacer. D'ailleurs, je ne serai pas tout seul, j'ai deux acolytes avec moi. Salut Nico. Salut, non mais t'es tout seul, non parle pas, allez déroule-toi. Voilà Nico, comme d'habitude, ou alias Steelballin sur basketinfo.com et sur unlimitednba.blogspot.com, c'est ça? C'est ça, mais on s'en fout. Voilà, ça change pas. Mais bon, vous le retrouvez essentiellement sur Basketinfo. Tout comme Lucas. Salut Lucas. Salut. Ça va la pêche? Ouais, vite fait, j'ai du mal à me remettre dans le rythme post-NBA quand même. Lucas qui nous a fait vivre de superbes soirées live commentaires sur Basketinfo, je sais pas si vous avez suivi ça. C'était bien, ouais, on s'est bien tapé des barres avec ces petits lives, quoi. D'ailleurs, on peut en profiter pour le dire, suite à la réussite de ces soirées live, les gars, on a eu des demandes de live audio, et donc, on peut le dire, pour la draft, on va vous proposer sur Basketinfo un live vidéo commenté par l'équipe de l'écho des parquets. Par nous, quoi. Donc, par nous, c'est ça, donc j'espère que vous êtes chaud. Va falloir envoyer, va falloir se lever tôt, va falloir, ça va être freestyle, mais ça va être génial. Voilà, donc jeudi, aux alentours d'1h du matin, on vous donnera toutes les précisions, évidemment. Donc le programme, on va reprendre les questions des auditeurs, évidemment, on va essayer d'y répondre enfin, puisque ça fait une semaine que vous nous les avez posées, et puis on va faire un gros focus sur la draft. Les gars, vous êtes prêts? Après. Bonjour. Allez, jingle. Parker on the drive, nearly lost it, still dribbling. Parker with two to shoot. Just gets it off in time, and he banks it in! What a shot from Parker! Et donc on est parti, les questions des auditeurs, donc il y en a eu pas mal. La première, c'est à la douchette qui nous demande en gros, est-ce que les Lakers à 100% peuvent aller chercher le titre? Comme je disais au début de semaine qui vient de se terminer, bien sûr que les Lakers, en l'état, avec leur équipe bourrée de All-Star et même de MVP, peut gagner le titre. Mais ça, ils pouvaient au début de l'année, et s'ils gagnent un équipe, ils pourront toujours l'année prochaine. Seulement ils vont aussi rencontrer les mêmes problèmes qu'ils ont eu, qui sont pas forcément rédhibitoires, il suffit juste qu'ils se trouvent les uns les autres, qu'ils trouvent un peu une sorte d'alchimie et un moyen de tous s'exploiter correctement et accessoirement de défendre. À partir de là, c'est le ciel qui est leur limite, quoi, donc ils peuvent tout faire péter normalement. Bon, déjà faut que Dwight Howard reste, c'est pas gagné. Il y a un autre truc qui va être important aussi, c'est que l'an dernier au final ils avaient réussi à avoir un niveau de jeu qui était quand même assez élevé en fin de saison. Mais c'est aussi parce que en début de saison, ils n'ont pas eu tout le monde pour la préparation, il y a eu des blessés, etc. Ils n'ont jamais eu le temps vraiment de travailler le jeu collectif. Et le problème, c'est que l'an prochain, ils auront un Bryant qui va être blessé pour tout le début de la saison. Howard, c'est pas sûr qu'il soit toujours là. Bon, logiquement, Pogazol, lui, joue pas l'Euro, donc il arrivera plutôt frais. Mais encore une fois, ils n'auront pas tout leur effectif au complet dès le départ et ils vont perdre du temps au niveau de la préparation. Même si là, ils auront un coach qui est déjà en place depuis un an et qui pourra diriger les camps d'avant-saison. Mais encore une fois, ils auront du mal à trouver une certaine cohérence dans le jeu du fait de pas pouvoir s'entraîner tous ensemble dès le départ et en continuité sur la saison. Et je pense que c'est ça qui leur a, en plus des blessures bien sûr, qui leur a coûté leur saison. Et c'est pas impossible que ça se reproduise à nouveau l'année prochaine. Oui, et puis moi, mis à part le fait que Dwight Howard va sans doute se barrer ou que Pogazol va sans doute être utilisé en tant que monnaie d'échange, je suis pas d'accord avec toi Nico, je pense pas que cette association soit viable. On l'a vu, de toute façon Mike D'Antoni va rester le coach de cette équipe, et à partir de là, moi je me dis, je pense pas que D'Antoni ait les qualités ou ait sous la main les systèmes pour faire que Kobe Bryant, Dwight Howard, Pogazol, tout ça joue bien ensemble. Attends, normalement quand t'as des joueurs comme ça, t'as même presque pas besoin de système. Normalement. La preuve, la saison dernière, c'est la preuve du contraire. La saison dernière, il a pas eu le temps de trouver les mécanismes. Il est arrivé en cours de saison, il a pas pu gérer les camps de pré-saison. Il est arrivé, il a eu des blessés, il a jamais eu son effectif au complet. Il a été obligé d'expérimenter tout au cours de la saison. Et au final, sur les derniers matchs, il est arrivé à un équilibre avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qu'il avait mis en place à Phoenix. C'est-à-dire Dwight Howard plus dans le rôle de Sean Marion, Pogazol dans le rôle de Boris Dio,
et Kobe Bryant dans le rôle d'Amar'e Stoudemire, de celui qui peut scorer en isolation. Et il a réussi à trouver les bons composants pour son équipe. Maintenant, il faut qu'il ait il a une base de travail sur laquelle continuer. Mais voilà, ça lui a pris 1 an pour trouver ça, parce qu'il a jamais eu son effectif au complet, et qu'il n'a pas eu le temps de préparer la saison non plus, vu qu'il arrivait en cours d'année. Après, donc la question de la douchette, c'est est-ce que les Lakers en l'état peuvent être champions? Moi, j'ai envie d'enchaîner sur une question peut-être plus importante. Est-ce que les Lakers vont rester en l'état? Est-ce que Dwight Howard ne va pas se barrer ou Moi, je pense que le seul changement, c'est effectivement Dwight Howard. Bon, là, c'est vrai que bon, ça fait depuis un Gros moment. changement quand même. C'est un gros changement, oui. Mais moi, je pensais que effectivement, Dwight Howard, il va partir. C'est plutôt dans ce sens-là que j'imagine l'avenir. Après, on sait jamais. Et s'il reste, je pense qu'il y a toujours matière, parce que comme je disais, cette équipe, elle peut être très très forte, comme elle peut être très très mauvaise, comme elle l'a été. On sait pas du tout quoi s'attendre avec ce cocktail de talents impressionnants. Du coup, s'il reste, bah, je suis désolé, mais on sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Si par miracle ou par juste en commençant à jouer droit, à se mettre un peu dans un système un peu plus d'équipe qu'ils ne l'ont été, ils peuvent aller très très loin. C'est pour ça que peut-être Dwight Howard sera aussi tenté de rester, hein, mine de rien. après moi, Nico, ce que je m'aperçois depuis quelques semaines, c'est que bon, d'accord, s'il reste, il y a encore moyen de faire un beau projet de jeu, puisque c'est quand même des joueurs extraordinaires, mais Dwight Howard est vraiment pas dans l'esprit de rester, sinon il l'aurait dit depuis des semaines. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se poserait pas la question si s'il veut ou pas, tu vois. Après, il va pas le dire tout de suite, tu vois. Chris Paul, lui, on sait qu'il a très envie de rester aux Clippers, mais pourtant il le dit pas non plus, quoi. C'est normal, voilà, c'est un peu le jeu. Tous les deux, ils sont free agent, donc ils testent un peu le marché, ils voient ce qu'on peut leur proposer, quels sont les projets qu'il y a à côté. Alors que tu vois, s'il dit dès le départ, bon bah moi je suis bien à Los Angeles, je vais rester à Los Angeles, il aura beaucoup moins d'offres. Bon, Donc d'un côté, c'est le jeu du marché aussi. C'est sûr que Dwight Howard, pour l'instant, il garde ses cartes en main, il va attendre d'avoir toutes les propositions sous les yeux pour faire son choix. Sachant que même lui, je suis pas sûr qu'il soit sûr de ce qu'il veut. Je vous rappelle qu'en général, il met en moyenne 3 jours pour décider quelles chaussures il va mettre aujourd'hui. Donc je pense qu'il attend vraiment d'avoir toutes les offres sur la table, prendre sa décision en conséquence, et je pense pas qu'il écarte aucune solution, même si c'est les Lakers. Alors les Lakers, à mon sens, partent quand même pas favoris du tout. Je pense que c'est Houston qui est bien, et ça fait un petit moment qu'on le dit d'ailleurs, hein. Euh, mais il reste une chance parce que mine de rien, il y a quand même des gros joueurs autour du Lakers, ça reste les Lakers. Et puis partir, c'est quand même assumer un énorme échec, quoi. Et ça, Oui. il y a Et déjà puis pas mal de trucs à Lucas, moi assumer. je voulais rebondir Lucas sur ce que tu avais dit. Je pense que c'est Dwight Howard, c'est pas un joueur quelconque. C'est-à-dire que même s'il dit je veux rester à Los Angeles, c'est pas pour ça que les offres de contrat sur la table vont être moins élevées quoi. Bien Dwight sûr, elles Howard, seront peut-être non, elles seront pas moins élevées, mais si tu veux, l'intérêt sera pas le même non plus. bah Tu ça vois, reste quand même Dwight Howard. Deron Williams, quand il a été free agent, c'est quand même Deron Williams. Mais il avait dit très clairement que lui, il avait envie de s'inscrire dans la durée chez Nets. Donc, à part une proposition de Dallas, il a rien eu du tout, quoi. Une proposition de Dallas, une proposition des Nets, parce qu'il a dit clairement qu'il allait rester aux Nets. Ah oui, mais après Gros. s'il dit qu'il veut rester honnête, c'est que les Nets lui proposent ce qu'il veut, bah ça va quoi. Non, et puis Voilà, mais c'est la même chose, tu vois. Si Dwight Howard dit qu'il veut rester à Los Angeles, étant donné que c'est eux qui peuvent lui proposer le plus gros contrat, je vois pas pourquoi les autres iraient tenter de décrocher la lune alors qu'ils partent déjà avec une grosse longueur de retard. ce que tu oublies, Guillaume, c'est que si Dwight Howard dit qu'il veut rester aux Lakers, il risque de dissuader des équipes de faire des mouvements dans leur effectif en vue de s'attacher, de Tout à pouvoir fait. proposer un contrat. Oui, non mais moi je m'en fous de ça. S'il dit qu'il veut rester aux Lakers, c'est parce qu'il veut rester aux Lakers, donc il s'en fout des autres équipes. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais justement, si veut se dire, ouais, même si je veux rester, ben peut-être que je vais essayer de voir quelles sont les équipes qui pourraient me faire des offres. Même une équipe que pour le moment là, on n'irait pas penser parce qu'ils n'ont pas la possibilité, mais avec deux trois transferts qui auraient pu l'avoir. Donc c'est plutôt malin de rien dire, d'attendre tout, de voir tout ce que vont faire toutes les franchises, même celles qu'on n'imagine pas pour l'instant, pour essayer d'entrer dans la course au, au, au gros steak, quoi. Ouais, mais justement, on parlait de Chris Paul il y a pas longtemps. Bah lui, on n'est pas sûr qu'il re-signe aux Clippers, et pourtant il a affirmé qu'il voulait rester aux Clippers, mais la décision va dépendre de ce que les dirigeants vont mettre à côté de lui, quoi. Donc
Mais lui, il a dit qu'il voulait rester aux Clippers. C'est quelque chose que quand même il faut prendre en compte, alors que Dwight Howard n'a encore rien dit, et tu pars quand même sur une mauvaise base, je pense. Après, une nouvelle fois, les situations sont différentes. Chris Paul, il dit qu'il veut rester aux Clippers. Voilà, c'est un signe dans leur direction, et ça veut dire aussi, bon, les Clippers, faut mettre le paquet pour avoir des bons joueurs autour, un bon staff pour que je reste, quoi. Exactement. Donc effectivement, voilà, les Clippers virent le coach, se mettent en quête de Kevin Garnett, de Paul Pierce, etc. Les Lakers, ils ont aucune flexibilité et aucun mouvement quasiment possible parce qu'ils explosent le salary cap. Et que voilà, ils viennent de virer 3 entraîneurs en 3 ans. Donc ils sont obligés de rester avec D'Antoni parce que sinon ils pourront rien construire. Donc dans tous les cas, les Lakers, eux, pourront pas faire de gros moves qui inciteraient Howard à rester plutôt que de partir. Howard, de toute façon, s'il reste, ce sera quasiment avec le même effectif qui n'aura pas changé du tout. Donc les situations de Paul et Howard sont pas similaires dans le sens où leur perspective n'est pas du tout la même vis-à-vis de leur propre équipe. Justement, les Clippers, avec le transfert manqué avec Boston, je sais pas, est-ce que vous pensez que ça va poser problème par rapport à Chris Paul, ou s'ils auraient dû accepter le transfert, ou je sais pas. Oui. Ouais, bah justement, on va pouvoir enchaîner. Donc la question c'était, bon, on a eu plein de questions d'un peu tout le monde sur le site. On peut résumer ça en est-ce que les Clippers et Boston auraient pas eu intérêt à faire cet échange, dans le sens où la situation de Doc Rivers à Boston est quand même assez mal partie, et dans le sens où les Clippers devraient en théorie tout faire pour retenir Chris Paul. Tu nous rappelles un peu quels étaient les termes de l'échange Non, bah le Ouais. deal c'était Rivers et Garnett partent aux Clippers et DeAndre Jordan, un tour de draft et éventuellement Eric Bledsoe, mais c'était pas certain, arrive aux Celtics. Il y avait éventuellement aussi dans l'échange peut-être le contrat de Jason Terry qui fera le voyage de Boston à Los Angeles, mais c'était pas sûr non plus. C'est ça les deux trucs qui a chopé, c'était le mauvais contrat entre guillemets de ou Jason Terry et Courtney Lee que les Clippers voulaient pas, et peut-être la perte de Bledsoe, ou là je suis pas très sûr de moi là. Si, Boston voulait Bledsoe à un moment, et puis ils ont abandonné. Ensuite c'était une histoire de premier tour de draft, je crois que Boston en voulait 2 ou 3, et les Clippers sont pas cédés là-dessus, donc l'échange a été annulé. Donc voilà, en fait les Clippers ont refusé de lâcher ou Bledsoe ou un tour de draft pour en plus de DeAndre Jordan, c'est ça hein, vous me dites, Ouais, c'est ça. pour avoir Doc Rivers, alors d'une manière détournée hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire dans l'échange il me semble, Doc Rivers et Kevin Garnett. Voilà, bah après pour Bledsoe, je pense que là c'est Daniel qui l'a joué un peu finot quand même. Selon lui, le trade arrive sur sa table comme ça, il se dit waouh, mais je vais perdre tous mes joueurs, je vais perdre mon entraîneur, etc. Qui sait que les Clippers sont très attachés à Bledsoe et ils demandent Bledsoe pour ralentir les négociations, pour avoir lui le temps de réfléchir à comment est-ce qu'il va trafiquer son trade. Donc Ouais, et Bledsoe puis, c'était plus pour mettre un frein aux négociations et lui donner le temps de préparer le terrain un peu. et puis c'est lui qui est en position de force dans cet échange. À l'heure d'aujourd'hui, Chris Paul n'est pas sûr de rester. Moi je me dis que les Clippers, qu'est-ce que ça vaut de céder Eric Bledsoe si en contrepartie tu obtiens Doc Rivers et la re-signature de Chris Paul? Bah même, c'est surtout en quoi ça t'engage de céder 2 tours de draft, sachant que ça sera même pas dans la loterie, quoi. Oui, en plus. Donc vous aurez été les Clippers, vous aurez envoyé Bledsoe et DeAndre Jordan contre Rivers et Garnett. Bah, si Bledsoe part, il y a Terry qui arrive aussi, quoi. Donc, Ok. ou Courtney Lee, quoi. Mais bah, contrairement à ce qui se passe à Boston, où effectivement ils veulent plus trop ni de Courtney Lee ni de Terry, l'un ou l'autre sera un joueur qui pourrait être intéressant, surtout Courtney Lee pour les Clippers. Dans leur effectif, ça pourrait être un joueur plutôt utile. Et mais surtout, voilà, c'est le fait que Chris Paul ait demandé, enfin, ait fait savoir ouvertement à ses dirigeants que lui, il aimerait bien jouer pour Doc Rivers. C'était surtout ça qui était intéressant pour les Clippers. C'était voilà, s'ils ramènent Doc Rivers, c'est gagné. Chris Paul, il reste. Voilà, Et c'est ça. Et moi je me dis, t'es en position des Clippers, t'as la chance de t'assurer que Chris Paul reste, et tu refuses à cause d'un tour de draft qui, comme Lucas l'a dit, ne sera de toute façon pas dans la loterie, ou un Eric Bledsoe. Mais attends, entre Eric Bledsoe et Chris Paul, tu choisis lequel, toi? Moi, vous savez très bien que je prends Damian Lillard. Non, donc, pour vous, les Clippers ont fait une grosse erreur en refusant ce transfert, quoi. Bah, je pense que oui. Les Clippers sont pas voulu céder. Je pense que c'est une erreur, mais l'affaire est encore à suivre, hein. Ça Mais peut se décanter encore dans quelques jours.
Est-ce que Boston, quel était l'intérêt de Boston? Est-ce qu'ils auraient eu raison de conclure ce transfert en ayant Bledsoe et tout là? Bah, du côté de Boston, c'est compréhensible aussi, tu vois. Quand Doc Rivers dit ouvertement qu'il veut partir, que lui ça l'intéresse plus de gérer cette équipe, etc. Que Garnett dit ouais bah moi aussi, puisque c'est comme ça j'ai envie de me barrer aussi. C'est dur de dire je vais garder dans mon effectif et un coach et un des leaders de l'équipe qui ont fait part de leurs envies de départ, quoi. Et puis, Déjà ça colle pas trop. Et puis le fait de récupérer Jordan et Bledsoe, effectivement pour ton effectif c'est pas très intéressant. Mais il faut voir un peu plus loin aussi. Il y a la Free Agency de 2014. Et puis si Ainge veut faire des trades, voilà, Bledsoe c'est un joueur qui est très coté au niveau des transferts. DeAndre Jordan, il a un gros contrat, mais c'est quand même un joueur. Son contrat est sans doute trop élevé, mais c'est un joueur qui intéresse quand même pas mal de franchises. Parce qu'il a des qualités que peu de joueurs ont, surtout au niveau physique. Donc voilà, ça leur permettait de voir plus loin et de récupérer quelque chose qui leur aurait permis de faire des transferts par la suite pour reconstruire plus efficacement. Parce que là, le problème de l'effectif de Boston actuellement, c'est parmi tous les joueurs qu'ils ont, au niveau de la valeur marchande, c'est rien du tout, c'est nul. Donc le fait de récupérer des joueurs jeunes et avec une cote élevée aurait pu être intéressant pour eux pour construire sur du long terme. et puis mine de rien, là on dit les Clippers ont fait une erreur en laissant passer cette occasion de sécuriser Chris Paul. Moi je me dis Boston aussi, parce que Danny Ainge semble vouloir repartir sur l'idée de conserver Doc Rivers. Il y a plein de petites histoires qui ressortent là. Lui-même ne veut plus coacher, donc ça va être presque un cancer pour cette équipe de vouloir repartir avec ce coach. Ah oui, c'est ça. Moi j'étais le plus grand défenseur de l'idée de conserver Rivers et les trois vieux, hein, avec Rondo pour conserver une vraie culture bostonienne qui a fait sa force ces derniers temps. Et pouvoir comment dire, passer le flambeau à une génération qui suit, donc faire une reconstruction avec eux pour garder cet état d'esprit et ces valeurs de jeu qu'ils avaient. Mais là effectivement depuis peu il y a quand même beaucoup de gros dossiers qui ressortent, hein, des problèmes de vestiaire, hein, concrètement, et une équipe qui a des si gros problèmes de vestiaire que ça ressort dans les médias. On commence à se dire que il y a plus de relations qui vaillent, quoi. Du coup, effectivement, et ça c'est vraiment la mort dans l'âme que je dis ça, hein, mais peut-être que Boston s'est mis dans une situation où ils sont obligés de tout casser. Parce que ils pourront peut-être plus rien tirer de cette équipe-là maintenant que plus personne ne s'entend vraiment comme il faut. Du coup les gars, pour conclure les questions des auditeurs, j'ai une petite question de Joachim Celtics qui nous dit: quel coach du coup pourrait gérer aussi bien Rondo que Doc Rivers? Popovic. tu mets à n'importe quelle sauce Popovic, ça marche de toute façon. Non, pas parmi les disponibles évidemment. Je serais curieux de voir Lionel Hollins peut-être. Je sais pas, j'aime bien, je trouve qu'il a une approche un peu bostonienne justement du jeu, donc ça pourrait être une relève intéressante à Doc Rivers. Ouais, Lionel Hollins ou Alvin Gentry aussi, c'est un peu le même genre de coach. Ou est-ce que moi j'avais pensé aussi à Brian Shaw? Mais moi, enfin, c'est dur à dire parce qu'on le connaît pas, on le connaît que de manière très distante, quoi. On sait pas trop exactement quel est son type de coaching, on sait pas exactement quel est son comportement avec les joueurs, donc c'est compliqué de dire, hein. Mais le truc c'est que il a quand même été assistant de Phil Jackson, donc ça compte pas pour rien. Si Indiana a su par moment cette saison proposer du bon jeu en triangle, c'était aussi en partie grâce à Brian Shaw. On sait qu'il a fait du super travail avec justement les jeunes Indiana au niveau de leur développement, et je pense à Roy Hibbert ou Paul George. Donc moi je me dis c'est peut-être le moment pour lui d'aller saisir une opportunité. Et vu que son option principale ça serait les Clippers, si Doc Rivers va aux Clippers, ben, finalement ça peut être Boston l'autre option. Bah après, moi je pense pas que ça serait une bonne idée pour lui, quoi. Tu vois comment c'est le bordel dans l'effectif des Celtics. Est-ce que voilà, pour une première expérience de coach, ça pourrait être intéressant pour lui de se foutre dans un merdier pareil? C'est vrai Surtout aussi. voilà, quand tu vois Rajon Rondo, pour coacher Rajon Rondo qui a quand même une forte tête, faut un coach qui a de la poigne et qui a beaucoup d'expérience surtout. Et ce qui n'est pas du tout le cas de Brian Shaw. Mais Brian Shaw, lui, il est connu surtout parce que c'est un très bon tacticien. Mais par contre, voilà, quand il était avec Phil Jackson, c'est quelqu'un qui par contre, sait très bien gérer un vestiaire. Et ça, de Brian Shaw, pour le moment, c'est une inconnue. Et le jeter tout de suite, voilà, baptême du feu, tu te retrouves avec les Celtics, qui ont un vestiaire qui est en pleine implosion, bah, c'est loin d'être un cadeau, quand même. en fait, il aurait fallu garder Tom Thibodeau, quoi, en fait. C'était lui la solution.
C'est ça. Il est déjà parti. Mais je me demande si on va pas se diriger vers quelque chose où le prochain coach qui va arriver, quel qu'il soit, va entre guillemets se planter parce qu'il quand même il va arriver avec un gros héritage à supporter quoi. Ça va être une grosse pression. On va attendre vraiment de lui qu'il garde cette image qu'avait Boston et puis ce niveau de jeu. Et je sais pas vous, mais je pense que dans les conditions actuelles, il y a 60% de chances qu'il se plante quoi. Qu'il n'arriverait pas. J'étais en train de penser à un coach Scott Skiles au Celtics, vous en penseriez quoi? Je trouve Ça, c'est un coach qui a de la poigne, c'est un ancien meneur. Ouais, peut-être un peu trop justement. Tu vois, je trouve un peu rigide. Il y avait eu des petits soucis d'entente à Milwaukee entre lui, Brandon Jennings, Monta Ellis, donc à confirmer parce que la question c'est quand même de savoir s'il pourra gérer un caractère comme Rajon Rondo quoi. Bah Brandon Jennings, non justement, ils s'entendaient très bien tous les deux quoi. Même quand il avait été viré, Jennings avait dit qu'il était super déçu, que lui avait pas été prévenu. Si on lui avait demandé son avis, il aurait voulu que Scott Skiles reste, etc. C'est vrai, c'est toi Guillaume, tu penses à après. Tyson Jennings. Ouais. C'est pour cette Tyson Jennings qui a un problème avec Scott Skiles, notre ami. Bon voilà les gars, c'était pour la question des auditeurs et on va passer tout de suite après le jingle à la draft. I know way too many. Here's able to come over and throws it to Rondo. Rondo the layup, he banks it in. What a play from Rondo. Et nous voilà de retour pour parler de la draft. Mais avant tout, la question qui nous brûle tous les lèvres, les gars, qui va être le numéro 1 de cette année? Alors moi je suis dans la mock draft, j'ai pas allé en dehors des sentiers battus, même si maintenant ils sont devenus des sentiers battus manifestement. Moi je visais Nerlens Noel, le pivot super athlétique, mais un peu léger et complètement frustrant en attaque. Alors après c'est compliqué parce que Cleveland c'est un peu par défaut. Je suis désolé mais Cleveland ils ont pas d'équipe. Ils ont Kyrie Irving qui est génial mais c'est tout. Tous les choix de draft qu'ils ont pris avant c'est Tristan Thompson et Dion Waiters. Moi je les mets plutôt volontiers sur le banc, donc à partir de là on peut prendre n'importe qui n'est pas un meneur. Mais le problème c'est que dans cette draft, même n'importe qui, même si on peut choisir dans tous les prospects qu'il y a, c'est pas folichon quoi. Du coup moi je me suis placé sur Noël et je maintiens mon choix hein, malgré les bruits qui sont un peu divergents en ce moment. C'est parce que bon déjà ça reste quand même un PO défensif, c'est toujours très intéressant à voir, même s'il il va pas faire une défense à lui tout seul, il va toujours avoir un impact en termes de qualité athlétique et d'énergie et de présence. Ça c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout c'est un poste qui est assez difficile à remplir. Du coup si on peut le caler là maintenant, même de façon assez moyenne, c'est pas plus mal. Et je compte qu'avec un Kyrie Irving ça peut être intéressant aussi. Donc j'étais un peu parti sur cette hypothèse là, sachant que bon tout ce qui est, il y a McLemore qui est assez intéressant à la place, mais tout ce qui est arrière, score, tout ça, finalement ça se trouve assez facilement avec la free agency, avec des machins. Donc j'ai entre guillemets préféré jouer la sécurité de prendre un pivot et de caler ce poste là, comme ça moi je suis tranquille. Mais on va pas être satisfait à la fin de l'année, Cleveland aura toujours une équipe pourrie. Hein. Lucas? Oui, non, pour moi Noël c'est le choix le plus logique pour les Cavs, même si il y a des bruits qui courent en ce moment comme quoi il serait assez intéressé par Alex Len. Bon, après je trouve que Noël est quand même supérieur à Len dans le fait qu'il est déjà établi comme une force défensive, là où Len n'est pas vraiment établi où que ce soit en fait. Il est pas terrible en attaque, il est pas fou en défense, voilà, il est mauvais nulle part, mais il est bon nulle part aussi. Alors que Noël, lui, est excellent en défense et très mauvais en attaque. Donc ça me permet d'avoir déjà au moins un secteur où j'ai un joueur qui est très très bon. Et ça pour moi c'est quand même très important dans la construction d'une équipe. Et je pense que étant donné la base sur laquelle sont en train de se construire Cleveland, avoir un Nerlens Noel qui a un profil un peu à la Ben Wallace, ça peut être voilà un gros plus dans la construction, sachant que voilà du scoreur ils pourront en trouver l'an prochain, il y en aura plein à la draft. Sachant qu'ils auront encore un choix de draft au placer, voilà, faut qu'ils commencent à placer leurs pions pour pouvoir mieux jouer l'an prochain. Là, c'est encore une nouvelle année de transition, donc autant prendre un joueur qui sera à coup sûr un titulaire certain sur qui on peut compter et qui sera très bon dans un secteur du jeu. Comme ça, c'est un secteur qui aura plus à pourvoir après. Donc, pour moi, Nerlens Noel, ça me semble être le choix évident aussi. Après, voilà, s'il n'y avait pas Dion Waiters, moi, je prendrais plutôt Ben McLemore, mais il y a Dion Waiters. Même s'il est de très très loin inférieur à Ben McLemore, il est là. Donc
Si Cleveland ne peut pas les changer, ça n'a aucun intérêt pour eux de prendre McLemore. Donc pour moi, je me dirigerais plus vers Noël aussi. Disons que McLemore, il est fort. C'est vraiment un très, très beau shooter, et puis avec des joueurs de qualité athlétique. Mais il n'a que ça. Il est très très fort, mais il n'est pas suffisamment fort. Vraiment extraordinairement plus fort que pour qu'on se dise que Dale Waiters, on peut le jeter à la poubelle comme ça, quoi. Même si moi, je l'aurais déjà fait. Mais McLemore n'est pas non plus un prospect complètement incontournable, quoi. C'est pour ça que je Oui, et comprends un peu puis ton moi point de je me vue. dis, Dion Waiters, même s'il y a encore énormément de déchets dans son jeu, j'aime beaucoup le fait que justement dans cette très jeune équipe de Cleveland, il puisse quand même soulager de temps en temps au niveau de la possession de balle en fait. Il arrive à gérer le dribble, il arrive à se créer son shoot de temps en temps et comme je te dis, même s'il y a encore beaucoup de déchets et que c'est encore très perfectible, ça a au moins cette vertu-là. Et Ben McLemore, il sait pas encore se créer son tir quoi. Ouais, bon après, moi plutôt, parce que Dale Waiters, honnêtement, je mets sur le banc. C'est surtout qu'aussi dans les free agents, il y aura du Oji Mayo, du Monta Ellis et même du Tyreke Evans qui sont des postes 2 de plus grande valeur que Waiters. Et je pense qu'il vaut mieux avoir eux plus Noël que McLemore plus rien du tout, quoi. Donc c'est vraiment une stratégie globale de Cleveland de voir que c'est pas vraiment que Noël est vraiment un meilleur prospect que McLemore. C'est juste que j'aimerais plus facilement construire une équipe avec des bons joueurs autour en prenant Noël plutôt qu'en prenant McLemore, quoi. C'est vraiment une stratégie globale. Après, je sais pas si j'ai raison, parce que quand même McLemore est quand même sympa quand même, hein. Faut pas oublier. C'est juste que c'est pas un premier choix de draft, quoi. Mais d'ailleurs, Orlando, ils vont l'avoir en travers, quoi, parce qu'il leur manque un franchise player, et puis là, ils se retrouvent avec une draft sans franchise player. Donc je sais pas, moi c'est vraiment l'équipe avec qui je serais pas qui prendre, quoi. Du coup ouais, tu le dis alors, tu sais pas qui prendre Je sais Orlando. pas, il y a toujours l'histoire. Alors, tant Cleveland qu'Orlando, que bon, peut-être pas Washington, mais il y a d'autres équipes. Je pense que tout le monde va écouter un peu les possibilités de transfert qu'il y aura avec leur choix de draft. Mais sachant que c'est parce qu'ils sont pas terribles. Mais aussi de ce fait, les propositions de transfert seront pas énormes non plus. Donc je pense pas qu'ils fassent plus que de rigueur se dire bon bah je vais transférer mon choix de draft parce qu'il a pas autant de valeur qu'il en aurait eu en temps normal. Du coup, on peut toujours regarder les transferts, mais je suis pas convaincu que ce soit vraiment la solution non plus. Et donc là, je suis Orlando, je suis en train de me demander quel sera le prospect qui m'aidera le plus. Alors moi, je suis pas contre de reprendre Noël s'il est encore disponible, parce que bon, nous on le voit en numéro 1, mais c'est pas dit qu'il le sera. Je suis pas contre de le prendre pour justement avoir non pas un franchise player, mais et le mettre en 4 à côté de Vucevic. Oui. Ouais, je sais, ouais. Ouais, non, ça va pas être beau à voir quand même, quoi. J'espère que t'en es conscient, quoi. Bah non, bah attends, mais parce que Noël il peut défendre sur un 4, hein. Ouais, Noël peut défendre sur un 4, quoi, mais si tu veux, en attaque, ça va vraiment être très très fruste, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec d'une raquette offensivement, une raquette Vucevic, Noël? Les mecs, voilà, les deux, ils vont se marcher sur les pieds. C'est deux gars qui jouent super proches du panier, mais vraiment sous le panier tout le temps. Faut aller leur donner la balle à 20 centimètres du cercle, sinon ils iront pas la chercher. Si t'as les deux en même temps sur le terrain, en attaque, c'est catastrophique. Tu perds tout ton équilibre. Mais je Je trouve suis assez que d'accord, je suis assez d'accord avec Lucas, mais dans le même temps, je me dis, est-ce que si Ben McLemore est sélectionné en numéro 1, est-ce que Orlando peut se permettre de passer sur Nerlens Noel, qui a quand même une super valeur marchande, et que moi je me dis, peut-être qu'ils peuvent le sélectionner, et une fois qu'ils l'ont fait, pendant la draft, ils passent des coups de fil à tout le monde, que ce soit dans le top 5 ou même plus loin, et dire, bon voilà, nous on a pris Nerlens Noel, qui est intéressé, on peut vous le céder pour un bon prix quoi. et puis je Ouais, pense bah après, pas forcément pour un bon prix, quoi, si tu veux, mais même simplement échanger de pick, par exemple. Je pense notamment à C'est ça, oui. Phoenix qui, eux, aimeraient bien drafter plus haut. Rien ne les interdit d'échanger leur pick avec Phoenix en récupérant un joueur dans la foulée, quoi. Par exemple, un Jared Dudley. C'est ça, et de cette manière, Orlando a quand même un super choix de draft, numéro 5 c'est encore passable, et puis une petite contrepartie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? oui, après je pense que vous êtes un peu dur avec le shoot de Vucevic parce qu'il a montré au moins à la fac qu'il pouvait mettre des paniers avec un peu de distance. Du coup, c'est pas très intéressant. Et puis, Oui, non, il a un bon shoot si tu veux, mais en attaque, il est pas assez mobile pour se permettre de jouer loin du panier en fait. C'est pas un problème de shoot, c'est un problème de déplacement. Quand il a le ballon et qu'il est loin du panier, c'est impossible pour lui de s'en rapprocher et il est trop lent pour prendre son shoot si le défenseur est face à lui. Oui, Voilà, puis il a un bon shoot s'il est ouvert. S'il y a quelqu'un sur lui, il peut pas shooter parce qu'il est pas assez rapide.
Ouais, mais Et puis attends, Nico, moi, jouer avec deux intérieurs, surtout justement NBA où de plus en plus les équipes jouent small ball, si tu veux jouer avec deux intérieurs de cette taille et de cette carrure, faut que ce soit des vraiment talentueux quoi. Je pense à Indiana ou à Memphis. Pour l'instant, Orlando, s'ils prennent Vucevic et Nerlens Noel, c'est quand même un peu des mains carrées. Tu vois, c'est pas au niveau. ouais, bon, bah, c'est pas au niveau. De toute façon, cette équipe est pas au niveau de toute façon. Mais je suis pas trop d'accord. Je pense que si avec un Noël qui de toute façon il demandera pas la balle, tout ce qu'il a c'est fureter un peu autour du panier pour prendre les rebonds, les trucs comme ça, les trouver des opportunités. Et ça, moi je pense que ça peut aller, ça peut suffire si t'as juste lui qui vraiment est pas compris dans l'attaque, sauf en seconde lame. Je trouve que ça peut être intéressant, moi au Mais contraire. tu vois, justement, ces opportunités-là qu'il aura du fait qu'il ait jamais servi en attaque, pour qu'il en ait, il faut qu'il ait à ses côtés un intérieur qui s'écarte. Et c'est pas le cas de Vucevic. Donc les Non, espaces, il les aura pas parce que soit c'est lui, son défenseur à lui qui va être dans la raquette, soit ça va être celui de Vucevic. Donc les espaces, il les aura pas. Si tu joues avec deux intérieurs qui jouent si proches du cercle, tu perds tout l'apport que peut justement avoir Noël de toutes ses qualités athlétiques parce qu'il y aura toujours quelqu'un en face de lui. non, je suis pas d'accord. Souvenez-vous de Darko Milicic et Kevin Love. Il y a un moment donné, Minnesota avait cette folle idée d'utiliser Milicic tout le temps en 1 contre 1 dos au panier. Donc forcément, ça rentrait une fois sur 3. Mais il y avait toujours Kevin Love derrière pour prendre le rebond et bon, pas tout le temps mettre le panier, mais au moins prendre le rebond. Ce qui veut dire que moi, je vois pas en quoi on pourrait Et pas faire un truc ça un a peu donné semblable. quoi au niveau du résultat de l'équipe? Non, parce qu'attends, Ah, parce que d'accord, oui, mais ça on est aurait été Orlando minable là de faire déjà. des stats, mais au Oui. niveau de l'équipe, Non, mais pas faire 17, normalement, c'est pas 17 que je te parle, ça. Prendre un rebond offensif, c'est avoir une possession de plus. Après, tu sais pas t'en servir de ta possession de plus, c'est autre chose. Mais déjà, avoir une possession de plus, c'est toujours un gros plus à mon avis. après moi je me dis que pour Nerlens Noel, c'est toujours, si c'est pas Cleveland, je pense que la meilleure opportunité, c'est quand même Washington plutôt qu'Orlando quoi. C'est pas ce que recherche Washington non plus, quoi. À l'intérieur, ils sont quand même bien garnis, même si c'est vrai que voilà, le contrat d'Okafor se termine à la fin de la saison prochaine. Donc un intérieur de talent en plus, ça serait pas trop. Mais je pense que ça serait plus intéressant pour eux, voilà, de prolonger Okafor. Bon, eux, ils ont eu de la chance d'avoir un choix assez haut placé, plus haut placé que ce à quoi ils s'attendaient. Autant s'en servir pour boucher les trous directement des postes qui leur font défaut. Et à l'intérieur, ils ont une des plus grosses raquettes de la ligue, donc c'est pas vraiment le poste qui leur fait défaut non plus. Bien sûr, si Noël tombe au troisième choix, ça pourrait être intéressant pour eux de le prendre, parce que voilà, Noël, c'est quand même un top pick potentiel, c'est sans doute un futur All-Star, c'est peut-être un futur défenseur de l'année, donc c'est dur de passer là-dessus avec un troisième choix de draft. Mais voilà, eux, leur gros manque, c'est surtout à l'aile. Donc tout le monde s'accorde à dire que si Otto Porter est disponible, ils prendront Otto Porter pour pouvoir le faire jouer en 3 et ainsi avoir un 5 qui est très équilibré. Mais si Otto Porter et Nerlens Noel sont disponibles tous les deux en même temps, effectivement, c'est pas impossible qu'ils prennent Noël non plus, mais je pense ils partiraient plus sur Otto Porter quand même. Ouais, après, autoporteur, c'est un peu petit bras, quoi. C'est en troisième choix de Au draft. sens propre. Au sens propre, ouais. Non, c'est un peu limité comme choix parce que c'est un bon joueur qui fera peut-être une carrière à la Tyson Prince, ce qui est vraiment très bien. Mais en l'occurrence, je pense qu'on peut avoir mieux et plus impactant Oui, pour oui, oui, inventer des mots. c'est sûr, c'est pour ça que je me dis voilà, c'est peut-être dommage de craquer un troisième choix sur un joueur comme autoporteur, mais au final voilà, qu'est-ce que cherche Washington? C'est justement un joueur à la Tayshaun Prince qui réclame pas trop la balle, qui fasse bien le taf, comme on avait dit pour Alex Len, tout correctement, rien de façon exceptionnelle. Et c'est surtout ça que cherche Washington, quoi. Donc oui, c'est moche de craquer un troisième choix alors qu'il y a du talent derrière. Mais eux, ils n'ont pas vocation à choper leur nouveau franchise player, ils veulent juste un joueur de complément pour boucher un trou à l'aile. Ouais, mais justement, alors moi, j'avais une opinion comment dire, un peu rebelle. C'est quitte à avoir un role player comme autoporteur, autant d'avoir un qui soit vraiment extrêmement fort, qui est vraiment qui soit vraiment de l'élite dans son domaine. Et là, pour moi, du coup, ce serait Victor Oladipo, qui est vraiment un gros défenseur, un gros energizer, et aussi qui apporte en attaque des trucs intéressants, qui est avec du Kawhi Leonard, quoi, en fait. Vraiment Hmm. des paniers à 3 points ouverts enfin pas beaucoup, mais un peu, et des paniers d'opportunistes hein, en coupant vers le panier ou en prenant des rebonds offensifs. Et ça, pour moi, Oladipo est le meilleur. Le seul problème, et là, la raison pour laquelle personne ne me suivra sur cette idée-là,
c'est que le Oladipo en question est à des kilomètres d'être un poste 3, avec je crois qu'il mesure 1m80, 93, non, 93. 95, monte jusqu'à 95 s'il te plaît, fais-moi plaisir. Ouais, c'est un 95. Ouais. Un 95, pour jouer 3 c'est un peu juste, même s'il est assez puissant, il est vraiment le côté athlétique pour rivaliser avec beaucoup d'athlètes, et le mettre en poste 3 à plein temps c'est compliqué. Cela Alors, dit, moi je le tente. fondamentalement, Nico, fondamentalement, ça peut être un choix intéressant. Mais dans les faits, je pense pas qu'il y ait un coach qui prenne le risque de mettre titulaire un poste 3 de 1m95. Et au final, tu te retrouverais avec finalement Bradley Beal et Victor Oladipo qui pourraient faire une rotation sur le poste 2. Je trouve que ça fait quand même cher payer le troisième shot draft. Après, qui pourrait faire une rotation sur le poste 2, moi je dirais sur les postes 2 et 3, comme on disait tout à l'heure. Ah oui, tout Voilà, à fait. ça joue de plus en plus small ball. Puis au final, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ça reste des numéros. Sur le terrain, voilà, les joueurs, que tu sois 2 ou 3, tu seras sur l'aile. Et en face de toi, si ça se trouve, tu auras une équipe qui va jouer avec un gros pivot et 4 arrières. Donc tout va dépendre de la situation. Oui. Bradley Beal, Trevor Ariza, Victor Oladipo, sur les postes 2 et 3, c'est une rotation qui est parfaitement fiable. C'est pour ça que je pense que l'idée de Nico est cohérente, dans le sens où ça te permet de pas craquer ton troisième choix de draft sur un joueur finalement au potentiel assez limité, et de l'autre côté, trouver ce super role player que tu attends depuis si longtemps pour compléter ton effectif. Il y a une cohérence, quoi. Effectivement, c'est au prix, voilà, d'avoir un joueur qui pourra peut-être pas forcément être titulaire, étant donné qu'il y a Bradley Beal sur son poste. Mais c'est quand même une idée qui peut suivre son chemin. Peut-être tu Vas-y. crains qu'il ait à se taper des LeBron James, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Après, je sais pas, mais Tony Allen, il se les tape de toute façon. Oui, Et il fait la même taille. Et après, ça dépend. Je veux dire, il y a des petits qui embêtent beaucoup plus des grands que l'inverse. Ça dépend vraiment du joueur. Puis un mec comme Oladipo, qui est un peu un rageux de la défense, quoi. Moi, je pense qu'il arrivera à compenser un peu ce déficit-là. Même si on prendra toujours des paniers à cause de ça. Enfin, je dis on, mais c'est Washington, hein. Risque de prendre des paniers avec ça, je pense que c'est pas cher payé, c'est une faible contrepartie au fait d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif qui soit si bien au soutien de stars comme Bill Wall et Néné. Donc moi je trouve que ça vaudrait vraiment le coup, même si effectivement faut être assez burné quoi. Non, justement, l'exemple de Tony Allen est vraiment bon parce que ça correspond bien à ce que Victor Oladipo pourrait être confronté sur le poste 3. Et d'ailleurs, moi j'ai bien aimé depuis 2 ou 3 ans la défense d'un Tony Allen sur Kevin Durant qui est largement plus grand. Mais je me dis, est-ce que c'est viable sur le long terme ou sur 48 minutes? Parce que Tony Allen, quand il défend sur Kevin Durant, il le fait seulement dans le 4e quart-temps. Et pourquoi tu veux mettre Oladipo sur un Kevin Durant sur 48 minutes? Tu as Ariza derrière, peut-être t'as le droit de créer d'autres 3 qui sont un peu plus taillés physiquement. En plus, je crois que des joueurs comme Durant, LeBron James, tout ça, faut jamais mettre un seul mec sur lui tout le match. Faut au contraire varier les options défensives. C'est comme ça qu'on le fatigue le plus. Parce que Oladipo, tu peux le mettre en défense sur ton 3, mais tu peux le tourner aussi sur ton poste 2, sur ton poste 1. Tu peux comme ça tourner ta défense et vraiment rendre compliqué la chose aux attaquants. Parce que le Oladipo, là, ce sera jamais le même attaquant qui devra se le taper. Et du coup, pour s'adapter à ça, c'est pas facile. Du coup, je pense qu'il y a vraiment de belles options stratégiques à faire en le prenant lui, quoi. Mais surtout, voilà, il faut pas avoir peur de se dire, voilà, je vais drafter un joueur. Alors là, peut-être qu'il aura du mal face à LeBron James et Kevin Durant. Tout le monde a du mal. De toute façon, même les meilleurs défenseurs de la ligue, Durant, il leur met 30 points à chaque fois. Donc, faut pas se focaliser là-dessus. Voilà, Oklahoma City pour Washington, c'est deux matchs dans l'année. Voilà, il défendra Durant sur 2 matchs, il défendra LeBron sur 3 ou 4 matchs, Melo sur 3 ou 4 matchs. Voilà, ça te laisse 65-70 matchs où tu peux profiter à fond des qualités de défense de ton joueur. Ouais, mais pas se enfin, focaliser Lucas, juste sur les stars de la ligue, quoi. non, si, Il y a justement. 82 matchs, quoi. Si, justement, parce qu'en playoff, si Washington veut avoir des ambitions, il va falloir quand même passer sur du Miami, sur du Indiana ou sur Carmelo Anthony, ou sur New York, qui ont donc justement Carmelo Anthony, LeBron James, Paul George, et je dois certainement oublier Paul Pierce justement à Boston. Donc forcément, en saison régulière, oui, ça peut tourner dans la rotation. On n'est pas là pour Washington. Eux, ça Bah, serait et déjà Washington, bien qu'ils fassent les playoffs. ils essayent quand même d'avoir des ambitions, Washington, et je pense que ils visent pas qu'une 8e place.
Pour le moment, si. Ouais, mais Oui, tu te pour rends le compte, moment, Guillaume, mais, que le tu le vois défenseur, sur le long terme. tu te rends compte que Guillaume, que le défenseur que tu cherches, capable d'arrêter tous ces ailiers, bah, il n'existe pas en vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Allez, passons au choix suivant. Allez, Charlotte, qu'on s'amuse un peu. Alors oui, justement, Charlotte, qui devrait avoir quelques options. Moi, j'étais quand même parti sur Anthony Bennett pour essayer d'équilibrer un peu un secteur intérieur, clairement avec des mains en carton pour le moment. Oui, tout à fait. Après, le problème, c'est que Charlotte avait des gros problèmes défensifs et que c'est pas avec notre ami Bennett que ça va s'arranger. Même si je crois que c'est toi qui le disais, Guillaume, dans ton article de ta magnifique mock draft. Il me semble que, enfin, effectivement, Bennett a été proche du ridicule et disons qu'il jouait pas en défense, quoi. C'était un autre sport pour lui apparemment quand il était à l'université là. Mais on peut se demander aussi si c'est pas aussi un problème de management, de fait qu'il a jamais vraiment appris, que personne n'a essayé de lui dire faut que tu défendes parce que on a besoin de ses points quoi qu'il arrive, on a besoin de son énergie en attaque, on a besoin un peu de highlight aussi, donc avec un joueur qui met des points, ça met toujours plus comment dire de projecteurs que quelqu'un qui défend. Du coup, je suis pas étonné que le Bennett qui était si caricatural en défense l'ait été pour ces raisons-là, et que peut-être que la personne en réalité est capable de au moins devenir quelque chose de pas trop pourri quoi. C'est pour ça Oui, que c'est exactement ça. Je pense qu'il faut étudier un peu le contexte. Et déjà, d'une part, faut se dire que le mec, il est suivi depuis le lycée par tous les scouts NBA et NCAA. Donc en gros, en faisant ses petits dunks, et ses petits, ce qui se fait offensivement, il a jamais eu plus que ça à forcer en défense pour se faire remarquer en fait. Et à UNLV, pardon, bah, c'était un peu la seule option offensive viable de l'équipe. Du coup, mais dans le même temps, il faut se dire aussi qu'il a le physique et il a le potentiel, si tu lui mets des coups de pied au cul, pour bien défendre, quoi. ouais, Donc puis je il a me un dis, cul, ça peut un être la gros bonne cul pour lui option. donner des coups de pied dedans, hein. Comment? Et puis il a un cul bien dodu pour donner des coups de pied dedans. Ça c'est bien. Exactement, ouais. Non, mais limite pour Charlotte, je pense que même pour Anthony Bennett, Charlotte, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait lui arriver. Parce que Charlotte, voilà, pour moi, leurs problèmes sont pas tant en défense qu'en attaque. Des bons défenseurs, ils en ont. Ils ont Biyombo, ils ont Kid Gilchrist. Par contre, en attaque, qu'est-ce que c'est faible, quoi. Donc, à part Kemba Walker, il y a aucun joueur qui peut scorer régulièrement. Peut-être Ramon Sessions en sortie de banc. Mais là, Oula, oula, effectivement, oula, malheureux. Anthony Bennett, il va arriver, il va être gavé de ballons, il va pouvoir s'éclater en attaque, quoi. Même si, voilà, c'est dans une équipe de branque. Lui, au moins, voilà, il aura des ballons, il pourra se montrer, il pourra jouer, il pourra développer son jeu. Alors que il y a beaucoup de joueurs qui sont draftés haut, qui ont du talent, mais qui tombent dans des trop bonnes équipes pour finalement avoir du temps de jeu, comme par exemple Jeremy Lamb à Oklahoma City. Lui, Bennett, là, il n'y aura pas de souci. Des ballons, il aura des responsabilités en attaque, etc. Et pour ce qui est de la défense, voilà, il a Biyombo à côté de lui. Il va avoir Patrick Ewing comme coach des intérieurs. Ça va, il y a pire comme environnement, quoi. Donc je pense que vraiment pour Charlotte, c'est la situation, voilà, c'est du gagnant-gagnant. Charlotte se trouve un scoreur alors qu'elle en a quasiment aucun, et Bennett se trouve un environnement dans lequel il pourra progresser dans les domaines dans lesquels il est pas très bon, et mettre en exergue toutes ses qualités en plus, étant donné que de toute façon en attaque il y aura quasiment que lui. Oui, On est bien et d'accord. ce qui est Ouais, bien aussi mais avec Bennett, c'est que c'est un très très fort attaquant, mais surtout il est très efficace et il est très complet aussi. Il peut marquer en transition, au shoot, sous le cercle aussi. Et un mec qui peut offrir tant de possibilités en attaque que ça, c'est un régal pour un joueur comme Kemba Walker qui peut un peu mettre le bazar dans la défense et ressortir la balle à un mec plus ou moins ouvert. Et aussi profiter du fait qu'il y a un joueur qui attire l'attention pour lui-même scorer en pénétration. Donc c'est vrai que le combo Kemba Walker Anthony Bennett peut être assez électrique et vraiment très très intéressant. Et associé au super role player qu'est Kill Christ et peut-être aussi le pivot défensif Ben Wallaceien qui est ou que sera peut-être Bismack Biyombo, c'est vrai qu'on se dit que ça peut tout s'équilibrer et faire finalement une alchimie pas si mauvaise que ça quoi. Donc ouais. c'est vrai que je suis assez d'accord sur le choix de Bennett quoi. Ça restera cohérent en termes de construction et d'équilibre de l'équipe. Ça restera quand même très pauvre en talent, ça on va pas se le cacher non plus. Bah ça reste Charlotte hein, eux ils ont un cahier des charges, c'est de pas être trop bon. C'est tout. non, je suis pas d'accord parce qu'il est encore très jeune, Anthony Bennett. Il a à peine 20 ans, il a fait qu'une saison en NCAA. Il y a quand même une marge de progression, surtout que avoir un tel talent offensif et une telle palette offensive à cet âge-là, c'est quand même extraordinaire, quoi. Ouais, après, Oui, non, pour moi Bennett c'est un des joueurs de cette draft qui a le plus de chances de devenir un All-Star.
Il Bah a voilà. le jeu pour, en tout cas. Voilà, c'est ce qui t'attend, Anthony. Justement, la mauvaise affaire, c'est peut-être pour Phoenix, qui a le 5e choix et qui risque. Je pense qu'ils auraient bien voulu prendre Anthony Bennett. Et du coup, Lucas, est-ce que tu vois une cible potentielle pour Phoenix? Pour Phoenix, le top, ça serait Oladipo, eux qui manquent vraiment cruellement d'un pur arrière. Au niveau des arrières, voilà, ils savent pas trop quoi faire, ils bidouillent, ils bricolent, ils mettent des ailiers sur le poste 2, etc. Donc je pense pas qu'Anthony Bennett soit vraiment une super solution non plus, parce que peut-être que justement les scoreurs les plus efficaces de l'équipe sont des joueurs qui jouent au même poste que Bennett, quoi, à savoir Louis Scola et Michael Beasley. Donc avoir Bennett, ça voudrait dire ne pas pouvoir le faire jouer plus de 15-20 minutes. C'est pas intéressant pour Phoenix, qui a un effectif assez faible, de lâcher un 5e choix sur un joueur qui jouera pas plus de 20 minutes. Donc pour eux, voilà, la priorité, ça va être d'avoir un titulaire, un mec qui peut rester, qui sera pas forcément une star, mais qui sera un titulaire très solide, sur qui tu peux compter pendant des années, pour enfin donner une base à ton effectif, parce que là, eux, leur problème, c'est qu'ils changent tout le temps. Voilà, l'an dernier, je crois qu'ils ont essayé plus de 15-5 de départs différents, c'est énorme. Donc voilà, pour eux, s'ils ont un joueur comme Oladipo ou comme McLemore, voilà, ils peuvent installer quelqu'un au poste 2 et construire le reste de l'équipe après. Parce que finalement, voilà, McLemore, il voit sa cote baisser un peu en ce moment. C'est pas impossible qu'il arrive jusqu'à Phoenix. Pareil pour Nerlens Noël, sa cote est en train de baisser aussi du fait que la cote d'Alex Len monte. Donc Noël, c'est pas impossible qu'il soit encore dispo quand Phoenix devra choisir aussi. Et là, par contre, voilà, Gortat est dans sa dernière année de contrat. Ça peut être très intéressant de récupérer un Noël pour le mettre à l'intérieur aux côtés de Scola. Donc pour Phoenix, Justement, toutes les possibilités sont bonnes en fait. Peu importe le joueur qu'ils auront, je pense qu'ils seront contents avec. justement, tu parlais de Alex Len. Bon, je pense pas que Nerlens Noel puisse glisser jusqu'à la 5e place, mais Alex Len, tu le prendrais ou pas, Nico? Avec Phoenix c'est compliqué, mais parce qu'avec Phoenix, moi j'aurais démissionné en fait. Parce que je saurais pas trop quoi faire avec cette équipe qui... et ni avec ces drafts quoi. À la fois cette équipe qui est pour moi un peu faiblarde et avec un potentiel assez limité, et ces drafts qui est pareil en fait. Du coup je serais un peu frustré, je serais un peu embêté. D'ailleurs ce serait intéressant de voir ce que va faire le GM, tout nouveau GM qui vient de Boston et qui est celui qui avait trouvé quelques perles à la draft. À Boston, donc il avait trouvé Rondo, Swinger, tout ça, et peut-être d'autres, et Avery Bradley. Ce sera intéressant de voir ce qu'il peut faire avec un choix de draft beaucoup plus haut. Et on pourra peut-être se dire que le joueur qu'il choisira, faudra vraiment le surveiller de près. En ce qui me concerne, Alex Len, moi j'aime bien Alex Len. Hein. Il est très très jeune, il a à peine 20 ans, je crois, depuis ce mois-ci. Et on sait que les grands ont un développement en général un petit peu plus lent que les autres joueurs de basket. D'ailleurs, on attend toujours pour Darko Milicic. Darko, bonjour. Et alors Alex Len, effectivement, comme disait Lucas, il est bon nulle part, mais il est mauvais partout. Il est pas mauvais partout, je veux dire. Ah, si. Attends, où est ma phrase? Il est moyen partout, c'est ça que je veux dire. Il est moyen partout, pas en attaque. En attaque, il est nul. Non, il est pas nul. Je suis pas d'accord. À part du jeu sans ballon et un peu de poste, si les un peu de poste, un peu de pas trop shoot, solide. un peu de poste, un peu de shoot, un peu de pick and roll. Non, le shoot extérieur, vraiment pas. Très peu. Même au poste, quoi. Moi, je trouve que voilà, il a un move au poste qui est un petit hook qui est pas très compliqué. Si son défenseur le bloque, il est obligé de se mettre sur sa mauvaise main, et sur sa mauvaise main, il est incapable de rentrer que n'importe quel move, quoi. Il a juste un move et il a aucun contre-move pour quand quelqu'un arrive à le défendre. Donc en attaque, c'est une palette offensive niveau 0, quoi. Donc Non, quand c'est tu pas prends niveau un joueur 0, avec un choix dans le top 5, top 6, top 7, tu t'attends quand même à avoir quelque chose d'un peu plus costaud qu'Alex Len, quoi. Non, je suis pas d'accord parce que je pense que le fait qu'il soit moyen partout et il est un peu meilleur que ça en attaque quand même à mon avis. Ça c'est mon avis. Hein. Et reste prometteur. Je vous rappelle que Marc Gasol à 21 ans, 22 ans ou je sais plus, on n'appelait pas ça un joueur de basket, on appelait ça un bûcheron. Hein. Et je vois bien Alex Len suivre cette progression là parce avec un peu de chance, il sera assez suffisamment responsabilisé pour voir les choses se passer. Et puis je vous rappelle que cette année à Maryland, tous les meneurs le squeezaient complètement. Quoi. Il avait pas de ballon, pas de bonne position. Il pêche aussi au fait de son manque de puissance pour l'instant, mais ça va venir avec l'âge. Pour s'offrir des bonnes positions de haut panier ou pour être un peu plus à l'aise dans ses mouvements,
Et puis il a extrêmement mobile, il est très grand, il a des plutôt bonnes mains. Il y a de quoi, il y a quoi de faire quelque chose à l'avenir. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas utilisable. Pour l'instant, c'est pas génial. Mais ce qu'il fait à son âge, je me dis on pourra penser loin, quoi. Là où Nerlens Noël a même du mal à attraper un ballon, où on sait qu'en attaque, c'est même pas la peine de compter plus de 10 points par match. Moi, je pense que Len, au contraire, a déjà le minimum qui montre qu'à l'avenir, il pourra faire beaucoup plus, quoi. Mais après, à l'avenir, tout dépend des moyens que tu te donnes aussi, parce que le problème avec les pivots, qu'en général, on les prend très jeunes, et puis on se dit ça, on se dit, voilà, de toute façon, les pivots, ils mettent longtemps à progresser, voilà, son jeu offensif, ça reste relativement fruste, mais il va progresser de toute façon, il va bosser, et au final, voilà, tu joues 82 matchs par an, donc t'as pas le temps de le faire taffer à l'entraînement, quand c'est l'été, bah, tu sors de 82 matchs, faut que tu le reposes, encore pire s'il y a des compétitions, au final, ton joueur, il a jamais le temps de bosser, si, voilà, il a du pognon, il va faire une après-midi avec Olajuwon, voilà, ça sera le seul moment de l'année où il aura eu le temps de bosser. Et le problème, c'est que un joueur comme ça, voilà, si tu veux qu'il ait le temps de bosser, tu le laisses à la fac, qu'il puisse jouer, voilà, qu'il puisse jouer un match par semaine, le reste de la semaine bosser son jeu. Quand il sera en NBA, voilà, c'est un entraînement par semaine, et le reste du temps, c'est que des matchs. Et ça sera que des matchs face à des adversaires plus rodés et beaucoup plus balèzes que lui. Donc, je pense que c'est un peu le même problème qu'on peut retrouver avec un DeAndre Jordan, avec un Javal McGee. C'est des gars, voilà, qui sont pris parce qu'ils ont des grosses qualités physiques. On se dit, ils ont un gros potentiel, si on le polie un peu, on aura un bon joueur. Et au final, personne n'a le temps de les faire bosser, et tu te retrouves avec un Javal McGee qui a exactement le même jeu offensif que quand il est arrivé dans la ligue, alors qu'il a un potentiel dingue. Mais le potentiel, si tu ne te donnes pas les moyens de le révéler, ça sert à rien. Et je pense que c'est exactement le même cas de figure qui risque de se présenter avec Alex Len. Oui, mais justement, je pense que comparé à, par exemple, d'André Jordan, Alex Len est déjà un petit peu plus avancé que lui, techniquement. Du coup, ça avance des choses. Et en plus, t'as le droit de le mettre en D-League au début, ton pivot. Hein. C'est pas interdit, ça. Hein. C'est la responsabilité de l'équipe qui le draft de le faire progresser. Hein. Si une équipe n'y arrive pas, c'est qu'elle a mal géré son coup. T'as le droit de faire jouer ton joueur que les matchs à la maison, que 20 minutes par match et tu consacres le reste à l'entraînement. Voilà, mais est-ce que ça vaut le coup de lâcher un pic dans le top 5 pour un joueur que tu vas envoyer en D-League ou faire jouer 10 minutes par match? Je pense pas. Attends, si après il devient Marc Gasol, moi je le fais 10 fois. Hein. Bah oui, mais bon, pour un Marc Gasol, combien tu as de Javal McGee? Les exemples, t'en as plein. T'as des Hashim Thabit, des André Jordan, Javal McGee. Ouais, mais tous ces joueurs-là... Moi, tu vois, tu me dis Marc Gasol, est-ce que j'ai un autre exemple similaire d'un joueur qui a fait comme Marc Gasol? Il y en a aucun. Et puis Nico, Marc Gasol, c'est un deuxième choix un deuxième tour de draft. Donc il y a limite, t'as plus le temps de travailler avec lui. Alors qu'un cinquième choix de draft, bah s'il joue pas tout de suite ou s'il va en D-League, bah, t'es sûr que ça va créer du remous, quoi. Donc voilà, si t'as un joueur que tu prends avec un pic élevé, c'est pour le faire jouer. C'est pas pour l'envoyer en D-League, c'est pas pour lui faire jouer des bouts de match. Marc Gasol, il a été pris avec un choix de draft qui était très très loin. Voilà, on l'a laissé jouer en Europe, le temps qu'il progresse. Après, on l'a fait venir en NBA. Là, Alex Len, tu le draftes avec ton cinquième choix. Il arrive, hop, salut, je suis le cinquième choix de la draft. T'es obligé de lui filer du temps de jeu. Tu vas pas l'envoyer en D-League, sinon c'est comme si t'avais cramé ton pic pour rien. Mais pas du tout, mais pas du tout. T'as 10 fois le droit de le mettre en D-League. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Martel Webster. Hein. Tout de suite, il est allé en D-League. Je veux dire, si, t'as le droit de prendre enfin un choix de draft. Et Andrew Bynum, drafté 10ème, il casse le banc pendant 2 ans. Et après, il devient ce qu'il est, quoi. Ah, tu voulais un exemple? Bah voilà, Andrew Bynum. Hein. Voilà, mais il avait un jeu qui était quand même beaucoup plus développé que ce que Alex Len a maintenant. Là, pour le moment, Alex Len en attaque, il a rien. Non, je suis pas d'accord. Il a pas rien. Il a un des début. grands bras. Il a un début. Mais ça, on verra, on verra. Alors oui, justement, donc il y a un autre joueur qui fait débat à part Alex Len, ça serait le cas de Shabazz Mohamed. Je sais que toi, Lucas, tu l'aimes bien. Personnellement, j'ai quand même beaucoup de doutes du fait que c'est à part marquer des points, il sait pas faire grand chose et surtout il s'implique pas pour faire autre chose. Donc dis-nous un peu tes arguments parce que moi je suis un peu sceptique pour le moment. Bah, Shabazz, c'est un gars qui était annoncé déjà comme une future superstar quand il était encore que au lycée. Il arrivait en NCAA, il fait une saison freshman qui est excellente où il cartonne, il score plein de points. Et tu te dis, voilà, et finalement, le gars, il arrête pas de descendre dans les mock drafts. Il y a même des mocks qui le mettent en dehors de la loterie. Voilà, s'il a été annoncé comme top pick potentiel, s'il avait fait une super saison freshman, il n'y a pas de raison qu'il descende. Le talent, il est là. Voilà, sa cote, elle descend, son talent, il bouge pas, il est toujours au même niveau. Et en général, il y a toujours des joueurs comme ça qui sont annoncés voilà, comme
the next big thing, etc. Premier de la mock draft 2028. Et au final, ils voient leur cote descendre. Et à chaque fois, les équipes qui les récupèrent avec des choix de draft assez bas, se frottent les mains. Tu vois, Harrison Barnes, lui on l'a annoncé comme futur numéro 1, finalement il est resté un an de plus à la fac. Il a chuté dans les mocks, il est arrivé à la 7ème place. Golden State, ils sont très contents de l'avoir. Brandon Jennings, 10e choix. Pareil, les Bucks, ils sont ravis de l'avoir aussi. Et des exemples comme ça, t'en as plein. Jared Sullinger, des Juan Blair. T'en as des kilotonnes, des exemples comme ça. Donc Shabazz Muhammad, du talent, il en a plein. Et dans une draft comme ça, qui manque énormément de talent, c'est idiot de laisser tomber un joueur pareil, de laisser un joueur pareil tomber en dehors de la loterie. Après, il faut voir aussi les raisons qui font que sa cote baisse sportivement, comme je te disais. Le mec est vraiment pas du tout impliqué au rebond. En défense, il est impliqué s'il a de la réussite en attaque. Il ne sait absolument pas se créer son tir ou même se créer quelque chose pour les autres. Et puis en dehors du terrain, il y a quand même un entourage qu'on pointe déjà du doigt. Ça fait quand même beaucoup de points négatifs pour un joueur qui, certes, est talentueux, mais ça fait quand même beaucoup. Non, mais il y a un truc Après, l'environnement joue aussi, je pense. Tu vois, UCLA, c'était pas un bon choix. C'était vraiment pas le bon moment pour aller à UCLA parce que ça fait des années que c'est la catastrophe là-bas, que la section basket se barre en couille. Donc ça l'a pas beaucoup aidé, voilà, être dans l'implication avec une équipe qui était nulle, avec des infrastructures qui sont en pleine reconstruction, avec une fac qui a un passé qui est pas super, un passé récent qui est pas terrible. Ça t'aide pas à te mettre dans un bon environnement basket, et pourtant il a réussi à faire une super saison de freshman. Donc ça prouve que même dans l'adversité, voilà, le garçon il a le talent pour aller marquer ses points, pour aller chercher ses points tout le temps. Voilà, il ne sait peut-être faire que ça, mais il le fait super bien. Non, puis il y a un truc qui est intéressant avec les joueurs un peu sulfureux comme ça, qui se font allumer avant même d'entrer en NBA, et qui voient leur cote baisser alors qu'elle était très très haute. C'est que quand ils ont pris cette claque dans la figure et que ça se voit physiquement, en général, d'une part, ils se remettent un peu en question, et ça, en général, ça fait des bonnes choses. Enfin, ça arrive quoi. Et aussi il y a un peu moins de pression sur eux aussi. Du coup, ils sont moins attendus au tournant. Et c'est intéressant. Je pense notamment à un joueur comme Oji Mayo qui était longtemps annoncé comme le futur Magic Johnson ou je sais pas quoi, et qui était un espèce de gros égoïste qui jouait tout seul au basket toute sa vie et qui, après avoir vu sa cote baisser tout ça, il s'est remis un peu à jouer à l'endroit. Et depuis, on a un vrai joueur de basket qui est même plutôt intelligent. On a aussi, même si j'aime pas trop, mais Lance Stephenson, après avoir été prévu comme la nouvelle star new-yorkaise au lycée, qui s'est craché, finalement, en revenant par la petite porte, il s'en sort pas plus mal. Je pense que cette expérience-là, qui à la fois endurci et remet un peu les idées en place, ça peut lui être bénéfique. Lui, il est en train de payer cher, là, mais peut-être qu'il va se rattraper. Donc, effectivement, comme disait Lucas, il a un jeu quand même très intéressant. C'est un vrai gros scoreur, mais qui score d'une manière sans tenir le ballon, sans forcément croquer dès le début de la procession, quoi. C'est vraiment dans le jeu un peu sans ballon, dans les opportunités qu'il trouve et qu'il arrive plus ou moins à marquer. Il manque encore un peu d'efficacité, de présence, enfin de volonté, de bonne volonté dans certains secteurs du jeu. Mais même ça, il peut y avoir une progression si il est remis à sa place un petit peu, ce que je pense qu'il arrivera à NBA. Et même en défense, hein, parce qu'il a montré, notamment au lycée, il montrait des fois une grosse volonté défensive quand il était un peu énervé ou qu'il voulait se montrer. Là, il développait toute la détermination qu'il a en attaque, il la mettait aussi en défense. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter. Mais pour ça, il faut qu'il soit bien utilisé, bien cadré. Et ça va pas forcément être facile, mais l'équipe qui y aura réussi, elle sera vraiment très contente de son choix, quoi. Et plus généralement, les gars, quels sont les joueurs que vous attendez au tournant pour cette année? Ah Rudy Gobert, tout de suite, pour faire le petit franchouillard de service. Non, rapidement, Gobert, je trouve qu'il s'est présenté un petit peu tôt à la draft, mais bon, c'est fait, c'est fait. Après, il est quand même très intéressant physiquement, avec une longueur juste martienne. Genre, je sais pas, il fait 2m18 je crois, avec des bras qui touchent la tour Eiffel et la statue de la liberté en même temps. Donc c'est pas mal, quoi. Reste que il a un peu des mains carrées. Mais en même temps, il connaît pas trop mal le boulot en défense. Il est aussi suffisamment mobile pour utiliser sa longueur sur une grande portion du terrain. Donc il y a une vraie capacité de couverture défensive qui est intéressante. Et en attaque,
Bah, il se prend pas trop la tête, hein, il se contente de dunker, mais aussi il cherche un peu les paniers proches, il se place bien, donc un mec aussi grand, il est assez facile à attraper, à donner le ballon, et quand il est plutôt bien positionné, il est suffisamment rapide pour jouer vite. Il y a quelque chose à faire. Après, il a quand même beaucoup de défauts. Si l'équipe l'utilise bien dans ce rôle-là et qu'elle prend son temps avec lui, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être très problématique, enfin un vrai bust quoi. S'il n'y arrive pas, si le niveau NCAA NBA le bouffe quoi, ça c'est un gros risque qui existe. Après, t'as dit voilà, qu'il a les mains un peu carrées, ça c'est un peu une idée reçue que, sur lui, c'est un joueur en fait qui est très adroit. Par exemple, au lancer, il tourne à 75%, qui pour un mètre de 2,20 m est quand même super impressionnant. Et surtout, voilà, il force jamais les choses en attaque. Quand il a un peu un jeu offensif à la Tyson Chandler, c'est-à-dire, voilà, il va pas forcer les choses, il va attendre que le ballon vienne à lui, que les espaces viennent à lui, que les opportunités viennent à lui, et ça lui permet, voilà, d'avoir des paniers faciles, de pouvoir finir près du cercle quasiment tout le temps. Là, il termine la saison de Pro A, il est à 72% de réussite au shoot, quoi. C'est une des meilleures marques de l'histoire de la Pro A. Donc, ça démontre quand même que le gars a une certaine intelligence de jeu. Et surtout, il y a un truc qui est très intéressant chez lui, c'est que même si voilà, s'il n'a pas forcément un toucher qui est complètement fou, sans être complètement nul non plus, il a surtout un travail d'appui qui est très bon. Au niveau de ses appuis, c'est quelqu'un qui est très dynamique de haut panier, qui a des bons mouvements, qui arrive à se défaire parfois de son défenseur juste par des feintes de corps, des appuis, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me pousse justement à croire en lui, qui peut réussir en NBA grâce à ça. Grâce à sa mobilité, à sa rapidité de déplacement. Par contre, voilà, la grosse interrogation sur lui, c'est pas, ça va surtout être, le problème, c'est qu'il est très fin, quoi. Au niveau du poids, finalement, il est pas particulièrement léger, parce il fait 10 kilos de plus que Nerlens Noel, quand même, donc, mais par contre, voilà, il est très fin, quand tu le vois comme ça, poster son adversaire, voilà, s'il tombe sur un mec qui est un peu carré, voilà, t'as peur que l'autre le casse en deux en lui mettant un coup de coude, quoi. C'est un peu le risque, et ça, il va se faire bouger du fait, pas d'être léger, mais d'être fin, de pas avoir un gabarit qui pourra rivaliser avec des mecs beaucoup plus fat, genre Al Jefferson par exemple, ou même voilà pour rester dans un registre d'intérieur costaud comme un Aîné, un Okafor, etc., qui sont beaucoup plus balèzes. Ça, il aura du mal à les juguler. Mais par contre, voilà, il a des avantages énormes, voilà, avec la taille de ses bras, avec sa compréhension du jeu, sa mobilité, sa rapidité. C'est quand même un potentiel très intéressant. Donc a priori pour lui, on l'attend après, aux alentours de la 10e place ou en fin de loterie. Ce qui serait le plus chaud sur lui pour le moment, je crois que c'est les Blazers, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, mais je pense surtout qu'il va devoir réussir là où Hashim Thabit a échoué en fait. Et ça va être intéressant de voir si lui il y arrive. Parce que c'est un profil assez particulier que les équipes NBA n'arrivent pas tout le temps à utiliser. Enfin, toutes les équipes tout court d'ailleurs. Et ça sera intéressant de voir si là ça marche ou pas quoi. Moi je pense vraiment que c'est une chance sur deux pour le coup. Dans un profil un peu similaire, il y a un Steven Adams donc qui vient de Pittsburgh. Pareil, un beau bébé physiquement, mais qui en gros qui est voué à être un pivot défensif, clairement. Moi je me dis, est-ce qu'une équipe dans le top 10 va vouloir miser sur un Steven Adams, sur un Rudy Gobert? Moi je pense pas, je pense que c'est trop risqué. Surtout Steven Adams qui est quand même un joueur très inexpérimenté, qui commence à peine le basket, on a l'impression. Même s'il a des qualités athlétiques absolument hors normes. Il fait un peu penser à DeAndre Jordan, je pense. Je pense que la comparaison peut être assez intéressante. Ouais. Donc, je veux dire, mine de rien, DeAndre Jordan, il s'est imposé comme un pivot titulaire, même si on a toujours des trucs à redire. On pourrait aussi dire qu'il est surpayé, mais il fait un titulaire pas si mauvais, quoi, quand même. Et Steven Adams peut vraiment reprendre ce rôle-là. Donc, ça peut être intéressant. Après, on sait jamais, avec ce genre de joueur, on sait jamais si ça va pas se planter, mais... une équipe qui a vraiment besoin d'un pivot, c'est vrai que c'est pas un mauvais moment pour reprendre. Après dans le top 10, je sais pas, ça sera plus ce genre de joueur, plus on le prend haut, plus c'est un risque en fait. Plus on le prend bas, plus ça vaut le coup de les prendre parce que justement on n'aura pas payé trop cher pour l'avoir. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bon bah c'est pas grave. Ouais, après la bonne opération, c'est que Portland n'a pas forcément besoin de plus qu'un pivot défensif. Ils ont déjà la Marcus Aldridge, Nicolas Batum et Damien Lillard. Ils vont pas non plus demander à Hakeem Olajuwon, tu vois. Après, est-ce qu'ils vont, comme ils ont déjà pris Meyers Leonard l'année dernière, qui est aussi un beau bébé athlétique et qui est
même un peu plus abouti que ne l'est Steven Adams. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le Adams ou Gobert hein, d'ailleurs, sachant qu'il y a déjà lui. Après, il peut être aussi intéressant de jouer la concurrence sur les deux, d'utiliser deux pics pour être quasi sûr d'en avoir au moins un des deux qui fonctionne bien et qui nous donne un vrai pivot titulaire, quoi. Ça peut être une stratégie pas inintéressante, même si elle est un peu dispendieuse. Bah après pour Portland, je pense que surtout ce qui pourrait leur faire du bien, ça serait un gros manieur de ballon en sortie de banc, quoi. Un gars qui est capable de garder la balle, de bien diriger le jeu. Ils ont récupéré Eric Maynor, c'est pas mal, mais en avoir un deuxième à mettre à côté, ça pourrait être intéressant, quoi. Donc en plus, il y a des meneurs de qualité quand même dans cette draft, quoi. Et donc, je pense notamment à Trey Burke, même si c'est peu probable qu'il arrive jusqu'au 10e choix. Il y a Dennis Schroeder aussi, le meneur allemand. Il y a Michael Carter-Williams. Je sais pas toi Guillaume, tu préfères lequel dans les trois? Dans les trois, évidemment, moi je préférais Trey Burke, puisqu'il sort quand même d'une superbe saison NCAA. Vraiment, moi je trouve qu'il est excellent sur pick and roll, et puis plus que les autres, il sait scorer en sortie du pick and roll, donc c'est ça que je trouve intéressant. Maintenant, Portland a déjà Damian Lillard, et je vois pas Trey Burke tomber jusqu'à la 10e place, et je vois surtout pas Portland prendre un backup de cette qualité-là. Bah, quelle destination alors tu verrais pour Trey Burke? À ton avis, quelle équipe pourrait être la plus intéressée pour le prendre? Parce qu'au final, en NBA, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont déjà un meneur titulaire qui est d'un très bon niveau. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de prendre Trey Burke en plus? Moi je me disais, les deux options les plus solides, ça serait peut-être New Orleans, puisque bon, Greivis Vasquez fait du bon boulot, hein. Je vais pas lui reprocher d'avoir pris le job, mais c'est encore perfectible, et je pense que Trey Burke a un certain potentiel. Et sinon, moi je me disais Sacramento également. J'étais plutôt curieux de l'association que ça pourrait faire avec DeMarcus Cousins. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, autant Sacramento, je suis assez d'accord parce que c'est vrai ce qui manque depuis le temps. Et je pense que s'il leur manque, c'est que les dirigeants ne savent pas à quoi ça ressemble. C'est un vrai meneur. Pour un peu organiser un minimum le jeu autour de tous ces scoreurs et tous ces brutes du scoring, quoi, en fait, c'est ça, hein. Et Trey Burke est le mieux placé pour ça dans toute la draft, je pense, qui est le meilleur patron de cette draft, à mon avis. C'est pour ça que pour Sacramento ça va. Pour New Orleans, je suis pas convaincu parce que justement, je pense que je suis pas sûr que Burke soit réellement plus fort que Vasquez pour mériter qu'on le draft lui plutôt qu'un autre joueur sur un autre poste. Parce que finalement, Burke, c'est vrai que c'est un vrai playmaker, notamment sur pick and roll, et qui peut créer pas mal de problèmes dans une défense. C'est aussi un vrai scoreur, notamment pour son shoot. Mais je pense que c'est un défenseur très très limité, notamment par son physique. Et Bah, même... pas tant que ça finalement, parce qu'il est assez petit Ouais, de on n'est taille, pas, tu sais qu'on n'est mais pas d'accord là-dessus, il hein. compense bien avec une belle envergure. Donc, Ouais, je suis pas aussi confiant que toi, hein, mais bon, ça on verra bien sur place, hein. Pareil, mais même pour revenir sur Sacramento, je pense que plutôt que Trey Burke, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment de vrais meneurs, leur problème c'est qu'ils ont déjà beaucoup d'arrière, et surtout beaucoup d'arrière de petite taille comme Burke qui présentent les mêmes défauts. Donc le plus intéressant pour eux, je pense, serait d'essayer de choper un 3. Ça fait des années qu'ils rament sur ce poste, qu'ils essayent tout et n'importe quoi, de ramener John Salmons, d'aller récupérer Travis Outlaw, de ramener Terrence Williams de D-League, il n'y a aucune solution qui marche. Les choix Et là, désespérés, quoi. si jamais, c'est un peu ça, quoi. Donc si jamais, voilà, un gars comme Otto Porter tombait jusqu'à leur pic, je pense pas que ça arrivera. Mais si Otto Porter tombait jusqu'à leur pic, ça serait le choix idéal pour eux. D'avoir enfin un mec qui viendrait leur boucher ce spot à l'aile qui leur fait tant défaut depuis des années. c'est vrai que c'est un poste, le poste le plus urgent, on pourrait dire, mais je sais qu'on en avait déjà parlé avec Lucas, et moi ce que je me dis aussi, c'est que la vraie draft avec des vrais bons postes 3, c'est l'an prochain. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de temporiser, de prendre Trey Burke, qui est quand même le joueur de l'année, qui est quand même un super joueur sur du pick and roll, et qui est quand même un super mental, et qui a, je pense, une belle marge de progression, et de prendre un poste 3 correct l'an prochain, même si c'est pas avec un top 5. Moi, je suis assez d'accord avec ça aussi, de ce que dit Guillaume. C'est vrai qu'Autoporter, dans l'absolu, c'est plutôt un bon choix et ça remplit le plus gros besoin en termes de talent de cette équipe. Seul truc, c'est que je pense qu'un meneur est tellement indispensable pour cette équipe, un vrai playmaker est tellement nécessaire pour regagner tout ça, quitte à mettre des mecs sur le banc, hein. Mais là, je pense que c'est vraiment l'urgence, c'est plutôt là, essayer de trouver un minimum de fond de jeu. C'est pour ça qu'il faut absolument trouver un meneur, même si c'est très Burke, pour lui balancer une petite pique au passage. Voilà, mais si tu veux, voilà, pour Sacramento, quitte à prendre un meneur, si vraiment c'est un meneur que vous voulez,
Je pense pas que Trey Burke soit la solution parce qu'il présente le même profil que ceux qui sont déjà là. C'est-à-dire voilà un mec avec un bon shoot qui est pas dégueu en pénétration mais qui est beaucoup trop petit. Voilà, Isaiah Thomas, c'est un meneur qui est trop petit pour son spot. Tyreek Evans, c'est un arrière qui est trop petit pour le poste 2. Tony Douglas, il est trop petit pour les deux postes. Donc rajouter un arrière de petite taille, ça te rajoute tu fais pas avancer le problème en fait, quoi. Toi, tu Tu rajoutes partirais juste sur, un petit arrière. tu Bah, pars quitte à sur prendre Carter un meneur, Williams. peut-être même si je trouve que Carter Williams est bien moins bon, Carter Williams a au moins le mérite de proposer un profil différent des arrières qui sont déjà présents à Sacramento. Vas-y, Après, lâche-toi Guillaume, vas-y. Ouais, non, moi là où j'aime pas trop Carter Williams, c'est que le mec, bon d'accord, c'est un passeur, c'est un bon passeur, mais il faut voir aussi que l'environnement à Syracuse était très idéal quoi. Et puis le mec, c'est pas encore vraiment bien gérer le jeu, c'est-à-dire il est précis dans ses passes, mais il fait beaucoup trop de turnover, il dicte pas très bien le tempo, il prend des risques un peu trop gros. Moi, ça me paraît un pari un peu risqué. Et dans l'optique de reconstruire Sacramento, je me dis, c'est plus dur de faire des paris risqués. Oui, voilà, c'est sûr que Carter Williams, ce qu'on peut lui reprocher surtout, c'est que c'est pas un leader, quoi. Dans le sens, voilà, c'est un C'est meneur ça. dans le jeu qui distribue bien la balle, mais c'est pas un leader capable de mener son équipe plus haut que le niveau où elle est. Il est bien pour faire tourner la balle, il est pas bien pour organiser l'équipe et bien la gérer, quoi. Mais est-ce que Trey Burke pourrait être ce gestionnaire plus que Carter Williams? J'en suis pas certain non plus. Ah si, quand même. Moi, je pense vraiment qu'il était leadership. Et puis, je trouve que tu sous-estimes un peu son playmaking, quoi. Je trouve que même si c'est pas Rondo ou je sais pas qui, je pense qu'il a vraiment ce qu'il faut pour gérer une équipe, trouver les joueurs ouverts. C'est pour ça que moi, le problème de la taille, pour moi, c'est un problème, mais il est assez secondaire. Dans le sens où, effectivement, il y a beaucoup de entre guillemets, meneurs de petite taille dans cette équipe de Sacramento, mais aucun n'est, ne serait-ce que le quart d'un playmaker. Et je pense que c'est ça le vrai plus. Même si derrière faut le perdre, notamment Sacramento, le fait de prendre Trey Burke, ils le paieront en défense et en termes de taille. Même si on a dit tout à l'heure que la taille finalement c'était pas toujours c'est pas toujours un inconvénient dans cette ère du small ball. Mais là c'est vraiment ce besoin de playmaking qui manque et que seul Trey Burke pourra apporter, à mon C'est avis. sûr, quoi, mais si tu vois, voilà, Trey Burke, c'est comme l'a très bien dit Guillaume, c'est un joueur qui est très bon sur pick and roll. Des joueurs, des meneurs qui sont bons sur pick and roll en NBA, il y en a plein parce que le jeu est surtout basé sur le pick and roll. Et voilà, et si tu veux un meneur, voilà, tu peux te tourner vers les mecs qui vont être en fin de contrat. Il va y avoir Darren Collison. Tu peux te tourner vers José Calderon. Tu peux même aller rechercher un Johnny Flynn. Est-ce que Johnny Flynn, qui a pas eu de contrat l'an dernier, est-ce qu'il est inférieur à Trey Burke? Ça, j'en suis pas certain non plus. Ça c'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que c'est une option ça aussi de prendre plutôt autoporteur et de voir s'il n'y a pas un meneur pas trop mal sur Free Agent, sachant qu'effectivement Trey Burke, moi je pense pas qu'il soit meilleur qu'un Calderon ou qu'un un des joueurs que tu as dit. Alors Johnny Flynn c'est un peu plus faut voir parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu sur un terrain. Hmm. Même si j'avais bien aimé ses débuts, là c'est compliqué de savoir ce qui vont se monter. Mais écoute, on peut tenter toujours hein. L'autre cas un peu mystérieux, on va peut-être finir là-dessus, c'est le cas de Cody Zeller, qui a fait une superbe année en NCAA, qui a porté avec Victor Oladipo l'équipe d'Indiana vers un classement numéro 1, je crois, la saison dernière en NCAA. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Alors pourquoi aussi peu d'équipes semblent intéressées? Bah parce que le bonhomme il s'est pas très montré sous son meilleur jour face aux joueurs universitaires, aux intérieurs universitaires qui avaient les mêmes mensurations physiques que des joueurs NBA. Du coup, on commence à se dire, bah, peut-être que face à des joueurs NBA, bah, il est juste pas au niveau. Enfin, du moins, son jeu n'est pas adapté aux caractéristiques de la NBA. Et c'est vrai que quand on fait ce comparatif-là, on peut trouver ça logique. Hein. C'est peut-être ce genre de joueur qui est dominant en NCAA, mais qui peut pas l'être en NBA parce qu'il profitait d'un avantage qu'il avait en NCAA et qu'il perd un tiers. Là, c'est le cas parce qu'il a bon, on se moque un peu de ses petits bras. En NBA, les bras, ça fait quand même beaucoup, hein. Et ils sont un peu petits, et donc face à des grands, c'est un problème. Et aussi son genre lui-même qui est plutôt calibré pour être face à des joueurs un peu plus petits que lui. On dit qu'il lance son tir un peu bas par rapport aux autres intérieurs. Du coup, il est plus facile à contrer, des choses comme ça. Il est plus facile à gêner aussi.
Donc il y a toute cette crainte que en NBA on n'est pas du tout le même Cody Zeller, on est un Cody Zeller divisé par 3. Et effectivement, alors après, je suis d'accord dans le sens où il n'est pas adapté pour le poste 5, le poste qu'il jouait en fait à Indiana au niveau universitaire, mais est-ce que ça ferait pas finalement un bon poste 4, puisque c'est quand même un intérieur assez mobile, euh, pas dégueulasse offensivement, qui ferait bien l'affaire à côté d'un pivot défensif. c'est un peu ce que tout le monde est en train de se dire, je pense, quoi. Ils sont en train de réorienter la chose, sachant qu'un pivot a toujours plus de valeur qu'un ailier, donc c'est aussi un peu logique que du coup il tombe un peu dans les mock drafts. Et aussi, il y a quelque chose qui le sert dans ce sens-là de jeu 4, c'est qu'il aurait apparemment montré de très belles qualités de shoot lors des workouts, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est toujours un petit indice sur lequel on pourra peut-être construire. Redis-nous le mot en anglais. Les workouts. Les workouts. Ouais, écoute, je vais essayer de franciser cette émission, hein, ok? Non, mais même pour en revenir sur le shoot de Zeller, voilà, il l'a pas beaucoup montré à Indiana parce que le système de jeu s'y prêtait pas trop, mais sur le peu de shoot qu'il a pris à mi-distance, il a eu un pourcentage qui était vraiment excellent. Et Indiana, c'est une équipe qui jouait pas trop sur du pick and roll, alors que Cody Zeller en NBA, voilà, sur du pick and roll, pick and pop, ça peut être une menace terrible. Parce qu'il a un shoot à mi-distance qui est super fiable, il est super rapide, il a une très grosse détente, il est très mobile. Donc sur du pick and roll, qui constitue la grosse base du jeu en NBA, c'est un joueur qui sera appelé à briller de toute façon. Donc à mon avis, voilà, ce problème de là, il manque de poids, etc. C'est vrai que voilà, c'est un joueur qui joue beaucoup au poste. Face à des intérieurs NBA, voilà, il pourra pousser tant qu'il voudra. C'est lui qui va reculer. Donc ça, il va perdre cette dimension-là. Par contre, il a énormément de moves, il est très mobile, il a de très bons appuis. Et surtout, il peut devenir un très bon joueur de pick and roll, chose qu'on n'a pas vu du tout en NCAA. Donc à mon avis, il s'adaptera très bien à l'NBA. Il s'adaptera très bien à l'NBA, peut-être pas sur le poste 5, et encore, mais voilà, sa polyvalence sur les postes 4-5 peuvent lui donner un avantage sur beaucoup de joueurs. D'ailleurs, c'est lui que tu avais pris sur ta mock draft à Phoenix, c'est ça? À Phoenix, ouais, bon, c'est parce que Ouais. Nico est pris au Ladipo aussi. Donc, d'ailleurs, on en profite pour le rappeler, hein. Les Codes des Parquets, on a fait une mock draft, donc on vous invite évidemment à aller la lire. On trouve ça intéressant, mais bon, on vous mettra le lien sur l'article. Bah messieurs, merci. Merci Ouais, hein, de rien. d'avoir pris au pied levé les choses en main. Ouais, et nous on se retrouve jeudi soir Jeudi, justement en live pour commenter la draft avec vous sur Basket Info. Et on vous dit à plus. Ciao.